Montpellier, 27 février 2020. Sur le nouveau campus de la faculté de médecine, situé au nord de la ville, l'heure est à la fête. L'institution célèbre ses 800 ans. Pour l'occasion, un amphithéâtre vient d'être inauguré et il porte mon nom. En voilà une belle reconnaissance. Tous les étudiants sauront maintenant qui je suis. Moi, la jeune Russe qui a rejoint le sud de la France à la fin du 19e siècle pour pouvoir étudier la médecine, celle qui est devenue la première femme interne des hôpitaux en province, puis la première femme chef de clinique et la première admissible à l'agrégation de médecine. J'espère que mon parcours inspirera de nombreuses jeunes filles et leur rappellera de ne jamais baisser les bras, même dans les moments les plus difficiles. Je suis Glafira Ziegelman et voici mon histoire. Vous écoutez Les Héroïnes de la médecine, le podcast d'Egora qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de la profession. Je suis née le 26 avril 1871 à Orenbourg, en Russie. C'est là que j'ai vécu pendant toute mon enfance, dans un très grand domaine, entouré de champs. Mes parents étaient de riches propriétaires terriens, ils se sont convertis à la religion orthodoxe. Il faut dire qu'à la fin du XIXe siècle, dans l'Empire russe, la persécution des Juifs était particulièrement violente, avec des pogroms qui se multipliaient dans tout le pays. Mon amie d'enfance, Raïssa Lesk, elle-même de confession juive, était particulièrement inquiète. C'est avec elle que j'ai décidé de quitter le pays en septembre 1892. Nous avions pour ambition d'étudier la médecine, chose impossible en Russie, car sous le règne d'Alexandre II, les autorités avaient ordonné la fermeture des cours de l'enseignement féminin à l'Académie de médecine de Saint-Pétersbourg. Avec l'accord de nos parents donc, nous nous sommes rendus toutes les deux à Genève, en Suisse. Nous avons loué un petit appartement à 2 pas de l'université, dans un quartier où de nombreux Russes avaient élu domicile. Pendant 1 an, nous avons surtout appris les rudiments de la physique, la chimie, la botanique ou encore la zoologie. Je m'y plaisais bien, moi, dans cette ville. Mais nous avons dû la quitter plus tôt que prévu. Raïssa a appris que le diplôme de médecine décerné en Suisse n'avait aucune valeur en Palestine, où elle rêvait d'exercer. Nous avons décidé de rejoindre la France, un pays qui comptait des universités prestigieuses. En plus, nous maîtrisions déjà le français. Après une brève étape à Marseille, nous avons posé nos valises à Montpellier en 1894. Le climat était si agréable, ça nous changeait de la Suisse. Nous nous sommes inscrites à la faculté de médecine, l'une des plus anciennes du monde occidental. Comme la plupart des étudiantes étrangères, nous avons été dispensés de baccalauréat, puisque nous avions déjà obtenu une équivalence. Nous étions presque les seules femmes, et il n'y avait aucune Française. Nos cours avaient lieu en amphithéâtre, au théâtre anatomique, au jardin botanique et même au musée Adger, où nous étudions le dessin et développions notre esprit d'observation. Nous avons tant appris. Mais mon amie Raïssa a rapidement abandonné les études. Un médecin lui a diagnostiqué une mystérieuse insuffisance cardiaque, qui, selon lui, l'empêchait de faire sa médecine. La constitution d'une femme étant plus fragile que celle d'un homme, il ne faudrait pas fatiguer inutilement l'organisme et compromettre une chance de grossesse. Peu de temps après, elle est partie en Argentine avec son mari Samuel Kessel, qu'elle avait rencontré à la fac. C'est là-bas que naîtra leur premier enfant, Joseph, qui deviendra un célèbre journaliste et écrivain. Moi, j'ai continué ma route et j'ai passé le concours de l'externat. J'ai été si bien notée que j'ai pu choisir ma première affectation. Pendant les cours, je voyais bien qu'un de mes camarades me lançait quelques regards timides. C'était Amand Gossel, un jeune homme brillant, né la même année que moi, originaire d'un petit village à côté de Montpellier. Un jour, il a enfin osé venir me parler. Et on ne s'est jamais quitté. En 1898, je me suis présentée au concours de l'internat et je suis devenue la première femme interne des hôpitaux en province.
J'ai choisi de me spécialiser en obstétrique. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Le 17 mai 1899, j'ai revêtu la toge noire et j'ai soutenu ma thèse dans la salle des actes, devant le jury et Amand, qui était là pour me soutenir. Nous nous sommes mariés quelques jours plus tard dans le village natal d'Amand, à Saint-Pargoire. Pour notre voyage de noces, nous avons choisi Orenbourg, bien sûr. C'était la première fois que je revenais dans ma Russie natale depuis 8 ans. Et dire qu'au début, mon exil ne devait être que temporaire. À notre retour en France, nous nous sommes installés à Pézenas, à 60 km à l'ouest de Montpellier. Et en novembre 1900, nous avons tous les deux reçu le prix Buisson, un prix qui récompense les 5 meilleurs étudiants de l'année 1899. Puis notre fille Hélène est née le 14 mars 1901. Je devais désormais gérer ma famille en plus des consultations. Mais j'ai réussi à m'adapter et en juin 1903, j'ai eu le concours du Clinica, une première pour une femme en France. J'ai ainsi été nommée chef de clinique en obstétrique et gynécologie à la faculté de médecine de Montpellier après 10 ans de travail acharné. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous avons accueilli notre deuxième enfant, Georges, le 16 septembre de la même année. Ma vie était bien occupée, ça oui. Entre mes enfants, les cours que je donnais aux élèves infirmières et sages-femmes, et les accouchements que je devais superviser à toute heure du jour et de la nuit, je n'ai pas eu l'occasion de retourner en Russie et de voir mes parents adorés. Mais en 1906, je n'ai pas eu le choix. J'ai fait le voyage en train, seul, pour assister aux funérailles de ma mère. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que je voyais ma terre natale. La même année, Amand a passé le concours de l'agrégation à Paris. Pour pouvoir se présenter, il fallait apporter la preuve d'une brillante carrière et avoir plusieurs publications à son actif. Pendant qu'il se démenait pour convaincre les membres du jury avant l'épreuve orale, moi je me battais à Montpellier pour avoir le droit de m'inscrire à ce concours. Amand m'avait indiqué qu'une place venait de s'ouvrir à Toulouse, juste après la clôture des inscriptions. Il m'avait poussé à envoyer ma candidature et m'avait même aidé à constituer mon dossier. Mais ça n'a servi à rien. J'ai fini par recevoir une lettre du ministère qui m'indiquait qu'il n'avait pas prévu d'ouvrir le registre d'inscription. Je pense surtout qu'en 1907, la société n'était pas encore prête à voir une femme devenir agrégée de médecine. Qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de me représenter en 1910. À l'époque, le concours avait lieu tous les 3 ans. Et cette fois, j'ai été convoquée à l'épreuve écrite. Elle devait se tenir à Paris au mois de juin, et les copies seraient anonymes. Amand, qui avait fini par avoir l'agrégation, est resté à Montpellier avec les enfants. Il m'envoyait régulièrement des lettres pour m'encourager. Il était persuadé que cette fois-ci, j'allais réussir. Et il avait raison, j'ai passé haut la main cette première épreuve. Et je suis devenue la première femme admissible à l'agrégation de médecine, section d'obstétrique. Mais une fois ma copie décachetée, les membres du jury se sont rendus compte que j'étais une femme, et ils m'ont déconseillé de me présenter à l'oral. Il n'y aura pas de chaire de médecine pour une femme, m'ont-ils dit. Sachant pertinemment que c'était fini pour moi, je me suis quand même présentée à l'oral, pour le panache. Je n'ai pas été nommée, mais je me dis que j'ai ouvert la voie à d'autres femmes, comme Marthe Condat, qui est devenue la première femme agrégée en médecine en 1923. En 1914, peu avant le début de la guerre, nous avons déménagé rue Marceau à Montpellier. C'était à la fois notre appartement et notre cabinet. Sur la façade de l'immeuble, on pouvait lire une plaque « Docteur Gossel, Monsieur et Madame ». En septembre, Amand a été mobilisé. Pendant son absence, jusqu'en juillet 1919, je l'ai remplacé en tant que médecin-chef du sanatorium Bon Accueil qu'il avait créé. Il me faisait pleinement confiance. Puis la vie a repris son cours. En parallèle de mes activités au cabinet et à la clinique d'accouchement, j'assurais l'inspection médicale des écoles, le patronage des crèches
et la surveillance à domicile des enfants assistés. Je faisais aussi partie de l'Association française des femmes médecins. Et en 1935, je suis morte à l'âge de 64 ans. Aujourd'hui, quand on se rend dans la salle des actes de la faculté de médecine de Montpellier, où les étudiants prêtent encore serment, on peut voir sur les murs des portraits d'illustres professeurs. Je suis la seule femme à y figurer, aux côtés de mon mari Amand Gossel, qui a tenu, une fois de plus, à me mettre en lumière. C'était Les Héroïnes de la médecine, un podcast d'Egora, le site d'actualité des médecins et étudiants en médecine, à retrouver sur egora.fr et vos plateformes d'écoute. Cet épisode nous a été suggéré par l'une de nos auditrices, la docteure Myriam Rosilio. Un grand merci à elle et au professeur Jacques Bringer, ancien doyen de la faculté de médecine de Montpellier, qui nous a fourni de précieuses informations sur Glaphyra Ziegelmann. Vous aussi, vous aimeriez que l'on parle d'une femme exceptionnelle qui a marqué l'histoire de la médecine et dont on ne parle pas assez ? Écrivez-nous par mail à rédaction@egora.fr.